d'abord, l'analyse de marché de Jean-Jacques Oana, qui est avec nous régulièrement, une fois par mois, dans cette émission. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Bonjour Grégoire. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Le thème du jour qui vous intéresse, Jean-Jacques, c'est celui des marchés et des divergences qu'on peut observer au sein des marchés actions en général. Il y a vraiment plusieurs mondes qui se côtoient aujourd'hui dans l'univers des marchés actions. Absolument, et on n'arrive pas à réconcilier ces mondes, et donc c'est intéressant d'en faire l'analyse, non seulement au niveau des marchés boursiers, mais même au-delà, au niveau de tous les marchés financiers cotés. Alors, déjà, la première perspective qu'on peut prendre, c'est la perspective géographique. C'est vrai que depuis le début de l'année, par exemple, on est à plus 15% autour sur les indices de la zone euro, notamment le CAC 40, mais aussi l'Eurostock 50. On est en progression assez forte récente sur le Nikkei, sur le Japon. C'est un marché qui s'est réveillé depuis maintenant quelques semaines. Par contre, les marchés émergents sont à la peine. Et d'ailleurs, c'est une des mauvaises surprises depuis le début de l'année. On attendait finalement une relance chinoise, un rebond de la Chine, et en fait, cela ne s'est pas produit. On ne le voit pas dans les marchés actions chinois, en tout cas, où on ne le voit pas de manière significative. On le retrouvera aussi sur les matières premières. Donc, en réalité, une déception depuis le début de l'année, c'est quand même le manque de souffle de l'économie chinoise et des économies émergentes. Et cela se traduit aussi par des performances sur les marchés émergents qui sont en dessous. Alors ça, c'est la première perspective. On a une deuxième perspective qui est aussi intéressante, c'est la perspective sectorielle. Alors là, par exemple, en Europe, on a 3 secteurs qui dominent globalement. Alors, on a moins de technologie en Europe, mais aux États-Unis, c'est plus la tech. En Europe, on a les valeurs du luxe, donc ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire, la consommation de biens durables, comme ce qu'on appelle consumer staples. Et puis on a aussi la santé qui s'en sort bien, qui est un secteur assez défensif. Et puis les secteurs à la traîne, on a les matières premières, notamment les ressources de base, à mettre en relation finalement avec la faiblesse des économies émergentes, et puis l'immobilier. Et donc finalement, on a ce paradigme entre valeur de croissance et valeur, enfin on va dire value finalement, qui revient, qui se remet en forme depuis le début de l'année. Alors on avait une lourde interruption l'année dernière, avec une surperformance assez ahurissante des values, mais qui était une correction finalement de l'énorme tendance des 10 dernières années. Et là, depuis le début de l'année, finalement, on a un réveil, une réactivation de la tendance lourde qu'on avait connue. Aux États-Unis, on a la même tendance, puisqu'on a 22% de hausse pour le Nasdaq. En Europe, on est sur des niveaux de 25%. Sur les secteurs que j'ai cités. Alors, c'est une combinaison de secteurs qui sont premièrement sensibles à la baisse des taux, les taux étant plus stables. On a perdu 100 points de base environ sur le taux 2 ans américain depuis les hauts jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela explique leur bonne tenue, mais aussi leur capacité à maintenir, voire à augmenter les marges, à répercuter les hausses de prix, ce qu'on a vu sur de nombreux acteurs. Et donc, finalement, on a cette réactivation du paradigme sectoriel. Ensuite, on a une autre perspective qui est intéressante, c'est la perspective grande capitalisation, petite capitalisation. Et là, on a encore le même écart de performance qui est assez ahurissant. Alors, pour donner finalement une idée, aux États-Unis, les petites banques régionales sont à moins 30%. Et le Nasdaq est à plus 22%. Donc, voilà, donc c'est un gap énorme. Et on retrouve ce gap, alors un peu moins fort en Europe, mais par exemple sur les micro-caps en Europe, on est à plus 1%, donc quasiment à l'équilibre. Et puis on est à 15% sur les grands indices. Donc voilà, 14% d'écart de performance en Europe. Et finalement, quand on retire, quand on finalement, on regarde le projecteur sur les 5 dernières années, qu'on prend du recul, on voit que les grandes capitalisations ont plutôt tendance à surperformer. Alors, surtout dans ce marché, en fait, elles se financent mieux. Il n'y a pas de difficulté de financement. Les difficultés de financement sont principalement cantonnées
aux petites sociétés et viennent principalement des banques régionales, des petites banques, notamment aux États-Unis, mais on retrouve cette tendance en Europe, finalement, et donc l'économie locale, en quelque sorte, cela nous donne un indice sur le fait que les petites entreprises qui forment le tissu local de l'économie sont touchées par la récession, les difficultés de financement, les perspectives de récession, et les grandes entreprises rentrent dans la perspective d'une récession avec des bilans qui sont étincelants et des marges qui n'ont jamais été aussi fortes. Bon. Ça veut dire que pour une très grande partie du marché, ou de ce que reflète le marché de l'économie, la récession est déjà là. Oui, absolument. Non, et c'est ce que nous voyons notamment dans l'immobilier, avec des sociétés qui coupent les dividendes, des sociétés qui ont des difficultés de financement. On peut regarder aussi cet aspect petite capitalisation dans le triple C. Si on voit les tendances dans le triple C, on voit que les tendances... Donc les entreprises au bord du défaut, quoi. Voilà, très proche du défaut. Oui. Quand on regarde la dette spéculative des entreprises, donc le high yield dans sa globalité, avec des entreprises qui sont certes en catégorie spéculative, mais certaines sont de qualité. Et bien là, on voit qu'il y a toujours une tendance qui est positive, donc un appétit des investisseurs, peut-être par rareté, parce qu'il y a moins d'émissions. Par contre, quand on regarde dans la catégorie triple C, donc la plus spéculative, là, on a une tendance négative, ce qui montre bien que ces sociétés sont en difficulté. Cela va dépendre des fenêtres de refinancement et de l'échéancier de refinancement de leurs dettes, mais à chaque fois que ces fenêtres seront présentes, eh bien, les difficultés vont se manifester sur les marchés, et ce sont des sociétés qui sont déjà en difficulté. L'avantage des secteurs leaders que vous avez cités, Jean-Jacques, dans la perspective sectorielle, la tech, la santé, la consommation discrétionnaire, autrement dit le luxe, notamment en Europe et à Paris, l'avantage de ces secteurs, c'est qu'ils concentrent des poids en termes de capitalisation boursière qui sont monstrueux. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces secteurs des poignées de valeurs qui font le marché aujourd'hui. Est-ce que cette situation de polarisation, de divergence extrême, est-ce qu'elle est soutenable dans le temps, grâce au fait justement que la partie croissance, ou en tout cas les poches de croissance du marché, soient des poches tenues par des titans en termes de capitalisation boursière? Alors, c'est une vraie question, puisqu'aux États-Unis, on sait très bien que la capitalisation des deux premières sociétés, donc Apple et Microsoft aujourd'hui, en fait, n'a jamais été aussi élevé. Et on sait qu'en France, le club des 5, en quelque sorte, trust les places les plus élevées dans la pondération du CAC 40, notamment. Mais pas seulement. En fait, c'est un phénomène qu'on voit dans tous les pays développés. Et donc, je dirais que oui, en fait, c'est un facteur de résilience paradoxale de la bourse, puisque finalement, ça permet à l'environnement boursier d'être séparé par des silos. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit les matières premières anticiper la récession. On voit aussi, sur les matières premières, l'or être dans une tendance très favorable. Donc en fait, ce que j'ai décrit se manifeste sur toutes les classes d'actifs. Que ce soit sur les actions, sur le crédit, sur les matières premières, vous voyez cette divergence considérable, finalement cet écart insoutenable de performance. Et donc c'est la métaphore, vous savez, des navires de bateaux qui sont séparés, dont les cales sont séparées par des silos, et valide, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on protège les bateaux. C'est-à-dire que s'il y a une cale, un compartiment qui est inondé, cela permet encore au bateau de flotter. Et c'est exactement ce qui se passe en réalité. Donc on a des cales qui sont inondées, qu'on peut identifier, qui sont clairement identifiables. Les banques régionales aux États-Unis, problème qui n'est absolument pas réglé. L'immobilier dans les pays développés, les pays émergents. Et finalement, on voit que l'inondation des cales reste compartimentée. Sont compartimentées et ne sont pas suffisantes. Cette inondation n'est pas suffisante pour faire couler le navire. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est soutenable et à quelles conditions en fait on peut continuer finalement à voguer? Je dirais que c'est soutenable
que la croissance mondiale, qui porte justement ces méga capitalisations, est résiliente. Et donc finalement, le juge de paix de toute cette histoire, de ce narratif, finalement, ce sont les pays émergents. Puisque c'est une bonne partie, les pays émergents représentent une grande partie de leur croissance. L'Inde et la Chine vont contribuer cette année à plus de la moitié de la croissance mondiale dans les projections du FMI. Voilà, ça illustre l'enjeu. Donc l'enjeu est considérable. Et finalement, on voit que le scénario boursier et de stabilité financière plus largement à long terme, à moyen-long terme, sera décidé par la santé économique, par les perspectives de croissance des pays émergents. Quand on a une partie aussi importante du marché qui est déjà dans la récession ou qui intègre déjà la récession, Jean-Jacques, d'un point de vue de stratégiste, entre guillemets, ou de tacticien de marché, est-ce que c'est là qu'on a envie d'être dans l'idée de se projeter au-delà du ralentissement ou de la récession qui arrive ou qui finira par arriver, la question du timing étant ouverte, mais est-ce que c'est là qu'on a envie d'être ou est-ce qu'on préfère être encore dans le voyage avec les grandes valeurs de croissance, méga cap, qui permettent de maintenir le bateau à niveau ? Alors, vous posez la question des stabilisateurs automatiques, en réalité des retours à la moyenne, etc. Or, la divergence que j'ai décrite, elle est auto-entretenue. En fait, il n'y a pas de retour à la moyenne possible dans ce cadre, puisque en fait, on voit bien que les petites sociétés, elles sont paralysées aujourd'hui par un manque de financement. Les banques régionales sont paralysées par un problème systémique sur la stabilité de leurs dépôts et sur l'alternative du cash, du monétaire, qui aux États-Unis maintenant représente un rendement potentiel de 4 à 5%. On le voit partout. Et donc, ces problèmes systémiques, aujourd'hui, ne vont pas se résoudre par un coup de baguette magique. Il faut quelque part purger. Il y aura une vague de défauts. On sait qu'à un moment, il y aura un risque systémique. On sait que le bateau continue à voguer, mais que des compartiments continuent d'être inondés dans le bateau, et que les banques centrales, aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas la capacité de baisser les taux, donc en fait, tant qu'il n'y a pas finalement de moteur au niveau de la politique monétaire, il y aura d'autres inondations de cales de bateaux, et à ce moment-là, le risque pour le navire est toujours présent, et il ne faut sûrement pas aller vers les petites capitalisations, les sociétés finalement qui sont à risque. Aujourd'hui. Bon, on verra. On rappelle, effectivement, l'inflation américaine va toujours dans le bon sens, mais en rythme mensuel annualisé ou trimestriel annualisé, on a encore une inflation autour de 5% aux États-Unis qui empêcherait sans doute la Fed d'agir trop rapidement si la récession était là aujourd'hui, en ce moment ou juste demain. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, la Fed n'a pas fait tout ce chemin pour tout de suite se contredire et rebaisser les taux. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives d'inflation sous-jacente ne sont pas encore complètement résorbées, ni en Europe, ni aux États-Unis, ce qui laisse peu de marge monétaire à court terme. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour votre éclairage, cette analyse de marché que vous nous apportez chaque mois dans Smart Bourse. Jean-Jacques Cohen, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.